Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale comics bande dessinée, puisque je vais vous parler de mes derniers emprunts à la bibliothèque. Et comme il y en a beaucoup, on commence sans attendre. Dans la dernière vidéo des emprunts de la bibliothèque, je vous avais parlé de La Petite Mort de Davy Mourier, le tome 1, que j'avais beaucoup aimé. J'ai lu donc le tome 2, qui est tout aussi génial. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à voir la première vidéo, je vais pas recommencer le résumé. De la même façon, je vous avais parlé du premier tome d'Alizik par Hubertus Rufflet et Helge Vogt, qui sont deux Allemands. J'avais beaucoup aimé le tome 1, là j'ai lu le tome 2 et c'est toujours aussi excellent. Et je compte bien lire le tome 3 et le tome 4 très rapidement. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de cette série de BD jeunesse? Je pense pas. Il s'agit du tome 3 des Carnets de Cerises. Donc j'avais lu les deux premiers tomes il y a un petit moment déjà, j'avais beaucoup aimé, que ce soit au niveau des dessins, des couleurs, de l'histoire. C'est vraiment du très très bon jeunesse, tout mignon. Et le tome 3 est toujours aussi bien, donc je compte bien emprunter le tome 4 dès que je le trouverai. Et en plus, c'est chez Métamorphose. Voilà la très très courte description pour les suites de séries que j'ai lues. On va maintenant passer à la partie nouveautés, donc les nouvelles séries que j'ai commencées et dont je vais vous parler un peu plus en détail. On commence par La Marche du Crabe par Arthur de Pin. Il s'agit du premier tome d'une trilogie sortie déjà il y a quelques années aux éditions Soleil, mais là dans la collection Noctambule. Alors l'auteur, c'est également lui qui a créé la BD Zombilenium, dont un film va bientôt sortir, un film d'animation il me semble. BD avec un gros succès, mais que je n'ai toujours pas lu, mais que je compte bien lire très bientôt. Pour ce qui est de La Marche du Crabe, il s'agit d'une adaptation d'un court-métrage qu'il avait réalisé il y a de ça quelques années également. Court-métrage de 4-5 minutes qui mettait en scène une race de crabes très spéciale, puisque ces crabes ne peuvent se déplacer que sur une seule trajectoire, dans un sens ou dans l'autre, ce qui est très problématique pour eux. Donc dans cette BD, on va retrouver les deux fameux crabes qui appartiennent à l'espèce des crabes carrés, et donc leur particularité, c'est qu'ils ne peuvent se déplacer que suivant une trajectoire rectiligne. Du coup, dans un sens ou dans l'autre, ils sont obligés de toute leur vie faire le même parcours, ce qui va amener à pas mal de situations assez drôles dans la BD et dans le court-métrage. Donc on va suivre ces deux petits crabes qui vivent leur vie très monotone jusqu'au jour où un événement va faire qu'ils vont changer de trajectoire. Et donc là, ça va être le début d'un monde tout à fait inconnu pour eux et de nouvelles aventures. Alors j'ai adoré complètement ce premier tome. J'ai beaucoup aimé aussi le court-métrage que vous devriez pouvoir trouver sur YouTube. Cette BD est hyper fraîche, hyper originale. J'aurais jamais pensé lire un jour une BD sur des crabes. C'est une BD assez drôle, mais en même temps plus profonde, plus mystérieuse et métaphysique qu'elle n'y paraît. Donc il y a des pistes de réflexion hyper intéressantes, et puis il y a aussi une métaphore assez savoureuse. Donc niveau graphisme, on est assez loin de ce que moi j'ai l'habitude d'aimer, puisqu'on est sur un dessin complètement numérique, un peu en flat, sans contour, avec des gros aplats de couleurs. J'ai beaucoup aimé l'utilisation des couleurs dans cette BD, des couleurs assez claires, assez pastel. C'est tout en subtilité, c'est hyper bien fait, c'est assez expressif. Les crabes sont tout mignons, tout rigolos et ouais, pareil, assez expressifs. Donc vraiment une super découverte et bah c'est chouette de sortir des sentiers battus pour une fois. Donc j'ai très hâte de lire le tome 2 et le tome 3. Si vous hésitez un peu à vous lancer dans cette BD, je vous invite à aller voir le court-métrage, qui visuellement n'a rien à voir avec la BD, mais dans le fond c'est la même histoire. On continue dans la BD jeunesse avec Pepper and Carrot, tome 1 et tome 2, paru chez Glénat, par David Revoy. Il m'a juste fallu un coup d'œil sur la couverture pour avoir super envie de le lire. Dans cette BD, on va suivre les péripéties d'une jeune sorcière qui s'appelle Pepper et qui vit avec son chat Carotte. Ils habitent dans une petite maison perdue en forêt dans le pays d'Ereva. Leur quotidien, c'est de faire des potions, mais on peut pas dire que Pepper soit une sorcière particulièrement douée. Elle est assez maladroite, elle se plante pas mal dans ce qu'elle fait, et du coup s'ensuit pas mal de péripéties, des rencontres avec des autres sorcières plus douées qu'elle. Donc là on est sur plein de petites histoires de 4 à 5 pages, réunies dans une BD.
avec quand même une certaine continuité. J'ai vraiment adoré cette BD qui se lit très vite, qui est pleine d'humour, et je pense que même pour les adultes, c'est très bien. Bon, encore faut-il aimer les sorcières et les choses un peu sucrées, un peu mignonnes, mais moi c'est tout à fait ce que j'aime, mais ce n'est pas pour autant enfantin. C'est frais, c'est printanier, mais surtout les illustrations sont magnifiques. Elles ont été réalisées numériquement, donc sur des logiciels libres de droit. Elles sont hyper féeriques, bucoliques, avec un petit côté manga pour le design des personnages, vraiment tout mignon, c'est une jolie inspiration. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter cette bande dessinée ou de l'emprunter à la bibliothèque, puisque tout est disponible sur internet. En fait, Pepper and Carrot, c'est vraiment un projet de l'auteur qu'elle souhaite partager complètement librement, c'est-à-dire que c'est sous licence Creative Commons, autrement dit complètement libre. On peut tout à fait prendre ces histoires, ces images, et participer nous aussi à sa création, à son œuvre, sans avoir à donner de l'argent ou à demander l'accord à l'auteur. C'est un super beau projet, et ce qui est génial, c'est que maintenant il y a beaucoup de contributeurs et il y a plein d'objets dérivés qui ont été créés, des jeux, des goodies, plein de choses autour de cette saga Pepper and Carrot. Et donc j'ai pu lire finalement le tome 2 de Pepper and Carrot directement sur le site internet, et j'ai trouvé que c'était même mieux finalement de lire cette bande dessinée sur internet. Déjà on peut lire épisode par épisode, donc on n'est pas obligé de tout lire d'un coup. Et puis les dessins, comme ils ont été créés numériquement, je trouve qu'ils ressortent beaucoup mieux sur l'écran finalement. On arrive plus à voir les détails que sur la version papier de chez Glénat. Donc voilà, c'est un très beau projet, une super initiative, et en plus voilà, on peut le lire gratuitement, c'est vraiment super. Et il continue de mettre à jour régulièrement cette série, puisque j'ai vu que le dernier épisode date de ce mois-ci ou du mois dernier. C'est vraiment le genre de site internet à mettre dans les favoris et aller venir voir de temps en temps s'il y a une nouvelle histoire. On continue avec Yaxin, le faune Gabriel, par Dimitri Veil, et là encore c'est chez Métamorphose. Voilà, donc je poursuis ma quête de vouloir lire toutes les bandes dessinées, tous les albums parus chez Métamorphose. Et celui-là me faisait très envie parce que la couverture est vraiment magnifique. En plus, si ça parle de faune, c'est quelque chose que j'aime bien, donc ça me parlait complètement. Malheureusement, j'ai été un peu déçue, enfin pas déçue, en tout cas pas par les dessins, mais j'ai pas vraiment réussi à rentrer dedans. Il fallait bien un jour que ça arrive, qu'il y ait une bande dessinée de chez Métamorphose qui me plaise moins. Voilà, là c'est le cas. J'ai vraiment pas réussi à rentrer dans cette bande dessinée qui est très poétique, très philosophique et abstraite. Et du coup, je me demande vraiment si les enfants apprécieraient cette lecture, au niveau des dessins complètement, mais au niveau de l'histoire, c'est un peu compliqué. Et du coup, voilà, ça va être un peu difficile de vous résumer l'histoire, puisqu'il y en a pas vraiment. Enfin, il y a une histoire, mais il ne se passe pas forcément plein de choses. On va se laisser porter par le personnage de Gabriel, qui est donc le petit faune, qui est un personnage qui se pose 1000 questions sur la vie, sur l'univers qui l'entoure, sur la nature, sur les fées, etc. Jusqu'au jour où il va rencontrer Merlin, qui est un vieux magicien plein de sagesse. Il va le suivre partout, lui poser 40 000 questions, et donc voilà, il va en apprendre un peu plus sur la nature qui l'entoure, sur le fait d'écouter les rochers, d'écouter les arbres. Il va en apprendre plus sur les fées, sur les mythes et les légendes, et il va apprendre que tout n'est pas éternel. Donc voilà, il se passe pas vraiment des choses concrètes, voilà. À proprement parler, on est plus sur un récit assez philosophique, plein de réflexions. Du coup, c'était un peu trop... je m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire, du coup, j'étais pas vraiment dedans, j'avais peut-être pas le bon état d'esprit sur le moment pour lire ce livre. Ça a été un peu trop confus pour moi. En plus de ça, voilà, il y a une mise en page et au niveau des bulles qui fait que c'est pas forcément facile de lire dans l'ordre, dans le bon ordre. Voilà, c'est peut-être moi. Pourtant, les dessins et la mise en couleur sont vraiment magnifiques, c'est vraiment digne de la collection Métamorphose comme d'habitude. On a un dessin hyper subtil, très léger, très poétique, qui va complètement avec l'histoire pour le coup, avec des couleurs hyper pastel, claires. Je sais pas si c'est de l'aquarelle, mais en tout cas ça y ressemble beaucoup. Le petit faune, il est tout mignon, les fées, elles sont super belles aussi, j'ai beaucoup aimé le design des personnages. La nature a une grande place dans les illustrations, donc vraiment rien à redire sur les illustrations, j'ai juste eu du mal à rentrer dans l'histoire qui était un peu trop abstraite et poétique pour moi.
On termine avec un coup de cœur qui est un comics, ça s'appelle Lock and Key, c'est par Joe Hill et Robert Rodriguez, et ce magnifique livre est aux éditions Milady. Là on est sur un gros volume qui regroupe 2 tomes, et donc on a l'intégralité de la série sur 3 volumes. Donc là je n'ai que le premier, il n'y avait que celui-là à la bibliothèque, donc il faut qu'ils prennent les 2 autres, parce que c'était vachement bien et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Alors Joe Hill c'est tout simplement le fils de Stephen King, et pour l'avoir déjà lu au niveau de ses romans, j'ai lu Le Costume du Mort et le recueil de nouvelles Fantômes, Histoire trouble, je peux dire que c'est un très bon auteur qui me plaît beaucoup. Lui aussi, comme son père, il est dans le côté horrifique, dans le fantastique, mais je trouve qu'il arrive assez bien à se démarquer de Stephen King et il a réussi à trouver son propre style, et surtout maintenant il a pas mal bossé dans le comics. Dans ce comics, on va suivre la famille Locke, qui va se faire attaquer chez elle par un étudiant déséquilibré qui va finir par tuer le père. Du coup, donc l'étudiant va se faire emprisonner, mais ils vont être contraints de déménager, et donc ils vont trouver refuge dans leur vieille maison familiale à Lovecraft. Mais ils vont bientôt s'apercevoir que la maison renferme de nombreux secrets lorsqu'ils vont trouver des clés magiques qui détiennent plusieurs pouvoirs différents. Sans trop en dire, ensuite il va y avoir un autre personnage qui a connaissance de ces clés, un personnage pas forcément très gentil. Cette créature démoniaque va essayer évidemment de mettre la main sur ces clés. On va pas en dire plus puisque c'est vraiment le genre d'histoire où on apprend des petites choses au fur et à mesure du récit. On retrouve complètement la patte Joe Hill dans ce premier volume, c'est une histoire hyper intrigante, un scénario hyper bien ficelé, avec des coups de théâtre. On est évidemment sur une histoire horrifique et fantastique, mais pas trop gore. Enfin, ça fait pas peur. C'est horrifique, mais c'est léger, donc c'est vraiment pour tout le monde, je pense. J'ai complètement adoré ce premier tome, enfin ce premier volume, donc les 2 premiers tomes du coup. J'ai vraiment adoré voilà, ce concept. Enfin déjà, j'ai adoré la maison, l'ambiance, les clés, les pouvoirs, le méchant, vraiment j'ai rien à redire, il y a tout qui me plaît. Et niveau dessin, au début, quand je l'avais feuilleté, ça m'avait pas donné si envie que ça, et finalement c'est un dessin très correct, très bien fait, très propre, très détaillé, couleur numérique, mais c'est bien fait, donc ça marche super bien avec le scénario, donc rien à redire à ce niveau-là. Voilà, du coup ça me donne vraiment envie déjà de lire le volume 2, le volume 3, et puis aussi de m'intéresser aux autres comics de Joe Hill, et puis de lire aussi d'autres de ses romans. Je n'ai toujours pas lu Korn par exemple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de lire ces BD et ce comics. Si vous les connaissez déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si vous avez des recommandations, n'hésitez pas non plus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous. Et j'ai oublié le nom du deuxième Gugus. Et en plus, séché, et je vous éblouis. Si vous les connaissez déjà,